T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes arrivent à communiquer avec une telle aisance, tandis que la majorité bloque même pour entamer une conversation simple? Ce n'est pas une question de charisme. Il n'existe aucun don spécial. C'est une compétence, et toute compétence peut s'apprendre. Aujourd'hui, ici et maintenant, tu vas apprendre l'art de converser avec n'importe qui. Tu vas découvrir ce principe de communication stoïcienne capable de transformer les mots en pouvoir. Et non, il ne s'agit pas de devenir un robot ni de forcer des connexions superficielles. Il s'agit de quelque chose de bien plus humain, apprendre à créer une véritable connexion. Les stoïciens étaient des maîtres dans cet article. La preuve la plus évidente, c'est que, même après 2000 ans, leurs paroles ont toujours du sens. Elles touchent encore, elles guident encore, elles fonctionnent encore. Lorsque tu maîtrises cet art, ta vie sociale se transforme. Ton réseau professionnel s'élargit et ta confiance grandit d'une manière que tu n'as peut-être jamais connue. C'est comme posséder une carte pour naviguer dans n'importe quelle conversation, peu importe la personne en face de toi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être la personne la plus extravertie de la pièce. Tu dois simplement comprendre les principes que je vais partager avec toi maintenant. Quand tu comprends ces principes, quelque chose de naturel se produit. Tu arrêtes de courir après l'attention, et c'est précisément à ce moment-là que l'attention commence à venir à toi. Commençons. Numéro 1, qu'est-ce que cela a signifié pour toi? Il existe des questions qui ouvrent des portes, et il existe des questions qui ouvrent des personnes. Celui qui apprend à poser ce deuxième type de questions n'aura plus jamais de conversation superficielle. Il découvre que la connexion ne naît pas de la quantité de mots échangés, mais de la qualité des questions posées. Imagine la scène. Tu discutes avec quelqu'un et tu poses les questions habituelles, « Ça va? Comment s'est passée ta journée ?» La réponse arrive automatiquement, presque sans réflexion, « Ça va. C'était chargé. Normal. » Et la conversation s'arrête là. Non pas parce que la personne ne veut pas parler, mais parce qu'on ne lui en a pas vraiment donné l'envie. Tu ne lui as pas offert une véritable occasion de se révéler. Ces questions sont sûres, mais elles sont superficielles. Elles ne créent pas de profondeur. Elles ne créent pas de chaleur. Elles ne créent pas de lien. Elles ne font que déplacer de l'air. Maintenant, imagine une autre posture. La même personne. Le même contexte. Le même moment. Mais cette fois, tu poses une question différente. Une question qui n'exige pas de performance, seulement de la sincérité. Une question qui invite, sans forcer. Alors, la personne se tourne vers l'intérieur, puis revient vers toi d'une manière bien plus authentique. Les gens ne se souviennent pas des conversations pour les informations échangées. Ils s'en souviennent pour ce qu'ils ont ressenti. Et lorsqu'une personne sent qu'elle peut s'ouvrir avec toi, le lien naît à cet instant précis. Dale Carnegie disait que les conversations les plus inoubliables sont celles dans lesquelles tu permets à l'autre de parler de ce qui est important pour lui. Non pas parce que tu veux paraître intéressant, mais parce que tu t'intéresses sincèrement à ce qui se cache derrière ces mots. Sénèque approfondit encore cette idée. Personne n'ose vraiment se regarder à l'intérieur de soi, mais tout le monde désire être vu. Et c'est exactement ce que font les questions intelligentes. Elles aident l'autre à se voir lui-même, pendant que toi aussi tu le vois. Mais il y a un détail essentiel. Les questions profondes ne sont pas des interrogatoires. Elles ne servent ni à enquêter, ni à forcer l'intimité. Elles servent à créer de l'espace. Et l'espace est tout ce dont une conversation a besoin pour fleurir. Lorsque tu demandes, comment cela t'a-t-il affecté, ou que as-tu appris de tout cela? Tu n'envahis pas. Tu dis simplement, je peux t'accompagner intérieurement, si tu veux m'y inviter. Ce type de question demande du courage. Il exige ta présence. Il exige que tu sois prêt à entendre des réponses sincères, parfois brutes, profondément humaines. Mais c'est précisément pour cela qu'elle crée un lien qui ne se défait pas. Les stoïciens disaient que la véritable sagesse naît lorsque nous apprenons à comprendre non seulement nos propres émotions, mais aussi celles des autres. Les questions profondes sont des outils de compréhension. Non parce qu'elles apportent des réponses parfaites, mais parce qu'elles révèlent des vérités longtemps cachées. À la fin, tu comprendras quelque chose de simple et de puissant. Les meilleures conversations de ta vie ne sont pas nées de phrases mémorisées. Elles sont nées de questions qui ont invité l'autre à montrer une partie de lui-même. Et lorsqu'une personne sent qu'elle peut montrer cette part sans peur, sans jugement et sans précipitation, elle se souvient de toi avec une affection qui ne s'explique pas. Elle se ressent. Les questions qui ouvrent le cœur créent des liens invisibles. Et les liens invisibles sont les seuls qui durent vraiment. Numéro 2, je veux en savoir plus à ce sujet. 5 mots simples. Mais utilisés avec présence, ils deviennent l'une des attitudes les plus puissantes de toute la communication humaine. Imagine la scène. Quelqu'un commente de manière anodine, une tasse de café à la main, j'ai commencé à courir le matin. C'est un détail, presque lancé en l'air. Et pourtant, c'est précisément dans ce genre de détails qu'une conversation peut naître, ou mourir. La réponse la plus courante est automatique,
Moi aussi j'ai essayé de courir, tu sais. J'ai même acheté de super baskets. Et sans t'en rendre compte, tu parles déjà de ton application de sport, de ton temps, de tes performances, de ta routine. La porte que l'autre personne avait entrouverte se referme alors silencieusement, comme si tu avais traversé son monde uniquement pour retourner au tien. Cela ressemble à une conversation. Cela ressemble à de l'enthousiasme. Mais ce n'en est pas. C'est une lutte pour la scène. C'est l'instinct de vouloir se montrer. C'est l'anxiété de remplir le silence avec sa propre histoire. L'autre t'a offert une petite fenêtre sur son monde. Mais au lieu de la franchir, tu as tiré le rideau et repris place sur ton propre décor. Ainsi, la conversation perd son éclat, sa profondeur, sa vérité. Maintenant, imagine une autre posture. Elle dit, j'ai commencé à courir le matin. Et tu réponds simplement, je veux en savoir plus à ce sujet. Rien de plus. Tu ne cherches pas à te comparer. Tu n'essaies pas de paraître compétent. Tu ne transformes pas son expérience en tremplin pour parler de la tienne. Ce n'est pas une phrase magique. C'est une attitude. C'est laisser de l'espace. C'est dire, avec une curiosité sincère, montre-moi ce qu'il y a là-dedans. Tu ouvres alors un terrain fertile où la conversation peut grandir. À cet instant précis, le centre de l'échange, ce n'est plus toi. C'est le monde qu'elle vient de révéler, avec simplicité. Ce type d'écoute n'est pas passif. Il est actif. Il est mûr. C'est une forme d'attention que l'on voit rarement. Et c'est exactement là que la magie opère. Les gens passent leur vie entière à attendre quelqu'un qui les écoute vraiment. Quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'il y a derrière une phrase banale. Quelqu'un qui s'intéresse non pas au sujet, mais au sens personnel que ce sujet porte. Quand une personne trouve enfin cela, tout change. Le regard s'adoucit. Le corps se détend. La voix devient plus sincère. Épictète disait, nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce n'était pas une jolie métaphore. C'était une directive pratique. Une sagesse pour la vie quotidienne. Quand tu écoutes avec un intérêt réel, quelque chose change dans l'air. Les épaules s'abaissent. La respiration ralentit. Le regard retrouve de l'éclat. C'est là que naît la véritable connexion. Quand l'autre se sent compris, et non analysé. Vu, et non corrigé. Écouté, et non simplement toléré. L'écoute authentique crée la confiance, parce qu'elle fait que les gens se sentent intéressants en ta présence. Et lorsqu'une personne quitte une conversation en pensant « je me suis senti intéressant en parlant avec lui », elle revient. Toujours. Parce que tu lui as offert quelque chose de rare, ta présence. L'écoute véritable n'est pas une technique. C'est une maturité. C'est le courage de faire taire ton ego pendant quelques instants pour contempler l'univers qui vit dans l'autre. Et cela est infiniment plus puissant que n'importe quelle tentative d'impressionner. Les stoïciens parlaient de la présence comme d'un entraînement quotidien de l'attention. Comme d'une discipline consistant à maintenir l'esprit exactement là où la vie se déroule. C'est ce qui distingue quelqu'un qui parle pour s'entendre parler, de quelqu'un qui converse pour créer un lien. Être présent, c'est être entier. C'est offrir à l'autre ce que presque personne n'offre, un espace sûr, clair et paisible, où il peut exister sans hâte, sans rivalité et sans peur de ne pas être à la hauteur. Voilà pourquoi, je veux en savoir plus à ce sujet, n'est pas qu'une phrase. C'est une décision. La décision de suspendre le jugement, de mettre ton propre monde intérieur en pause, et d'ouvrir de l'espace pour l'univers qui se tient devant toi. Et quand tu fais cela, quand tu restes présent pendant que l'autre se révèle, tu découvres quelque chose que les stoïciens connaissaient bien. Écouter est une forme d'amour de la vérité. Car c'est à travers l'écoute que nous voyons qui est réellement l'autre. Et c'est aussi à travers elle que nous voyons en qui nous sommes en train de devenir. Dans le silence attentif, dans la calme présence et dans la curiosité sincère, la communication cesse d'être un simple échange de mots. Elle devient une rencontre. Et les rencontres, lorsqu'elles sont vraies, transforment une vie. Numéro 3, je ne sais pas, la valeur qui crée le respect. 3 mots simples. Mais prononcés avec calme, ils révèlent un type de force que peu de personnes possèdent. Le courage de se montrer tel que l'on est. Imagine la scène. Tu discutes avec quelqu'un au travail, de sujets ordinaires de la journée, jusqu'à ce que la personne dise « j'essaie de mieux comprendre les finances ». Tu sais comment fonctionne l'investissement à revenu fixe? C'est une question simple, mais elle déclenche un mécanisme intérieur chez beaucoup de gens. La peur de paraître ignorant, l'anxiété de ne pas être à la hauteur, le besoin de répondre à tout prix, le besoin de paraître préparé. Alors commencent les réponses improvisées, je comprends un peu, j'ai lu quelque chose, je ne suis pas expert, mais... Pendant que la personne parle, le malaise grandit. Des phrases incertaines qui tentent de sonner sûres. Des mots qui ressemblent à des explications, mais qui ne portent que de la peur. C'est comme si l'on luttait contre un silence jugé trop dangereux pour être laissé intact. Maintenant, imagine une autre posture. La même question. Tu sais comment ça fonctionne?
Et toi, tu réponds sans hésiter, sans te justifier, sans te diminuer, je ne sais pas. Rien de plus. 3 mots propres, clairs, complets. Ce n'est ni un abandon, ni une faiblesse. C'est de la présence. L'atmosphère change instantanément. L'autre se détend. Le poids social disparaît. La conversation cesse d'être une scène où chacun tente de prouver quelque chose. Soudain, vous êtes au même niveau. Et c'est précisément cela qui crée la confiance. Il y a des personnes que l'on écoute et dont on sent immédiatement qu'elles n'essaient pas de paraître. Elles sont. Et, paradoxalement, cette transparence les rend plus fortes que n'importe quelle démonstration de savoir. Socrate disait « Je sais que je ne sais rien ». Ce n'était pas un artifice rhétorique. C'était une forme de liberté. Car celui qui admet ne pas savoir s'ouvre à l'apprentissage, tandis que celui qui doit faire semblant devient prisonnier de son image. Les stoïciens comprenaient cette humilité non comme une soumission, mais comme une clarté. La clarté de reconnaître que personne ne perd de valeur en admettant son ignorance. Au contraire, on y gagne du respect. Parce que l'honnêteté transmet la sécurité. Et la sécurité crée le lien. Lorsque tu dis « je ne sais pas » avec présence, la personne en face de toi sent qu'elle est avec quelqu'un de réel. Pas quelqu'un qui cherche à impressionner. Pas quelqu'un qui se bat pour l'attention. Mais quelqu'un qui est là, pleinement, consciemment, sincèrement. Dans ce type de conversation, un terrain fertile apparaît pour apprendre ensemble, explorer, réfléchir. Le dialogue devient léger, humain, authentique. Et la relation grandit sans effort. Dire « je ne sais pas » n'est pas une technique d'humilité. C'est une posture. C'est l'ego qui s'incline pour laisser entrer la vérité. C'est la maturité qui reconnaît qu'il n'y a aucun problème à ne pas avoir toutes les réponses. Au final, admettre que l'on ne sait pas est un acte de courage. C'est une façon de dire « je n'ai pas besoin d'être parfait pour être présent ». Et cette liberté, beaucoup de gens la cherchent toute leur vie. Mais peu ont le courage de la pratiquer. Numéro 4, ça a l'air difficile. Ces mots changent complètement la manière dont une personne se sent à tes côtés. Et, curieusement, presque personne ne les utilise. Imagine la situation. Tu discutes avec quelqu'un de proche, et cette personne commence à se confier « J'essaie de gérer le travail, la maison, et en plus de m'occuper de ma mère, mais il y a des jours où je n'y arrive tout simplement pas. » Presque toujours, la réponse automatique est l'une de celles-ci « Tu as essayé de mieux organiser ton emploi du temps ? Quand ça m'est arrivé, j'ai fait comme ça. Tu dois apprendre à mieux gérer ça. » Cela ressemble à de l'inquiétude. Mais ça fait mal comme un jugement. Parce que la personne ne cherchait pas une solution. Elle voulait être vue. Chaque fois que nous essayons de réparer trop vite la douleur de l'autre, nous créons l'impression qu'il ou elle ne gère pas suffisamment bien la situation. Imagine maintenant une autre posture. La même personne se confie. La même voix fatiguée. Le même poids dans le regard. Et toi, tu réponds simplement « ça a l'air difficile ». Pas pour minimiser. Pas pour dramatiser. Pas pour être d'accord avec tout. Mais pour reconnaître que cette personne traverse quelque chose de réel. À cet instant précis, quelque chose d'important se produit. Son corps se détend. Sa respiration change. Car ce qu'elle trouve en face d'elle n'est pas un réparateur de problèmes, mais un port sûr. Quelqu'un qui n'essaie pas d'arracher la douleur trop vite. Quelqu'un qui offre de l'accueil au lieu de la précipitation. La validation ne consiste pas à résoudre. Elle consiste à reconnaître l'humanité. Marc Aurèle disait « Sois indulgent avec les autres et exigeant envers toi-même ». Pourtant, la plupart des gens font l'inverse, ils exigent trop des autres et s'excusent trop facilement envers eux-mêmes. Lorsque tu valides la douleur de l'autre sans la corriger, tu crées un espace rare, presque sacré, où la personne peut être vulnérable sans craindre d'être perçue comme faible ou incapable. C'est dans cet espace que les émotions se réorganisent. Que la clarté revient. Que ce qui semblait insupportable devient supportable. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'une personne se sent comprise, elle se renforce d'elle-même. Car le poids émotionnel ne diminue pas grâce aux solutions, mais grâce à la présence. Ça a l'air difficile, n'est pas une technique. C'est une manière de dire, je te vois. Je vois ce que tu portes. Et tu n'es pas seul en ce moment. Les stoïciens comprenaient que porter son propre fardeau est déjà suffisamment lourd. Personne n'a besoin de porter en plus les attentes des autres. Valider la souffrance de quelqu'un ne signifie pas être d'accord avec tout. Cela signifie reconnaître qu'il y a là une personne, traversant quelque chose à la mesure de sa propre vie. Au final, les relations les plus profondes ne sont pas faites de conseils. Elles sont faites de présence. Et celui qui apprend à valider apprend à aimer d'une manière mûre, sans précipitation, sans imposition, sans chercher à effacer ce qui a encore besoin d'être vu. Quand tu dis « ça a l'air difficile », tu ne résous pas le problème de l'autre. Tu lui rends la dignité de ne pas avoir à être fort tout le temps. Et cette dignité est, bien souvent, ce qui lui donne finalement la force de continuer. Numéro 5,
le silence, l'espace le plus redouté, et le plus puissant. Le silence est l'espace le plus craint dans une conversation, et pourtant le plus puissant. Imagine la scène. Tu es assis à une table avec quelqu'un, peut-être dans un café ou dans une pièce calme. Après quelques échanges rapides, surgit ce petit intervalle où personne ne parle. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Aussitôt, l'inquiétude apparaît. La main attrape le téléphone. La jambe s'agite. L'esprit cherche désespérément un sujet pour remplir le vide. Et alors commencent les phrases maladroites. « Ah, et puis j'ai pensé à autre chose ?» Bref, comme je te disais. Ou des rires nerveux, sans raison réelle. Tout cela pour éviter le silence, comme s'il s'agissait d'un ennemi à combattre. Mais maintenant, imagine une autre posture. La même table. La même pause. Le même espace entre deux phrases. Et au lieu de te précipiter pour combler le vide, tu restes simplement là. Tu respires. Tu demeures présent. Tu ne fuis pas. Tu ne cherches pas des mots pressés. Tu n'essaies pas de recoudre des pensées qui ne sont pas encore nées. Tu te reposes, un instant, dans l'espace entre une phrase et la suivante. Soudain, le silence cesse d'être un moment de gêne. Il devient une présence. Et l'autre personne le ressent. Car il y a quelque chose de profondément humain à être aux côtés de quelqu'un qui ne craint pas le vide, qui n'a pas besoin de bruit pour se sentir exister, qui peut simplement soutenir l'instant sans s'y perdre. Le silence révèle une force discrète. La force de celui qui n'a rien à prouver. La force de celui qui est en paix avec lui-même. La force de celui qui ne lutte pas constamment contre sa propre tête. Sénèque disait que le silence est une leçon apprise à travers de nombreuses souffrances. Et il avait raison. Car le silence exige ce que très peu de personnes entraînent, la maturité émotionnelle. Lorsque tu deviens quelqu'un à l'aise avec le silence, tu transmets quelque chose de rare, la stabilité. Et la stabilité est irrésistible. Les gens se détendent. La conversation s'approfondit. L'atmosphère change. Parce que le silence crée de l'attente. Il donne du poids à ce qui va être dit. Il permet aux mots de naître au moment juste, non comme une fuite, mais comme une vérité. Le silence est le terrain où les personnes finissent par se montrer telles qu'elles sont vraiment. C'est là que surgit le malaise. Que l'anxiété respire. Que l'authenticité apparaît. Et lorsque tu n'essaies pas d'échapper à cela, tu deviens quelqu'un de sûr. Pas seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'esprit. Et le silence est le miroir dans lequel nous voyons exactement ce que nous portons à l'intérieur. Celui qui ne supporte pas le silence ne se supporte généralement pas lui-même. Mais celui qui l'accueille y trouve une force profonde. Au final, le silence n'est pas une absence. C'est un espace. Un espace pour que la conversation respire. Un espace pour que la vérité apparaisse. Un espace pour que l'autre se sente à l'aise à tes côtés. Lorsque tu apprends à tenir le silence, tu découvres qu'il n'interrompt pas la conversation. Il l'approfondit. Et bien souvent, il dit exactement ce que les mots n'arrivent pas à exprimer. Numéro 6, je te respecte beaucoup. 4 mots rares. Non pas parce qu'ils sont difficiles à prononcer, mais parce qu'ils exigent un type de regard que le monde moderne a désappris à cultiver. Le regard qui voit la personne au-delà de son utilité, au-delà de ses gestes, au-delà de ce qu'elle fait. Imagine la scène. Tu es avec quelqu'un qui t'aide toujours, qui fait des efforts constants, qui est présent au travail, en amitié, en famille. Un jour, cette personne rend encore un service, et tu réponds automatiquement « merci ». C'est correct, poli, nécessaire. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Car le « merci » reconnaît l'action, pas forcément l'être. Et c'est précisément là que beaucoup de relations se figent, puis perdent leur profondeur. Non pas parce qu'il manque de l'amour ou du respect, mais parce qu'il manque de la présence, une pause, ce type de reconnaissance plus intime qui dit « je vois qui tu es ». Imagine maintenant une autre posture. La même personne, le même geste, le même moment. Mais au lieu de dire seulement « merci », tu la regardes dans les yeux un instant et tu dis calmement « je te respecte beaucoup ». C'est différent. C'est plus grand. C'est plus humain. Parce que « je te respecte beaucoup » ne parle pas de ce que la personne a fait, mais de ce qu'elle est lorsqu'elle agit. Cela ne loue pas l'action, cela honore l'intention. Cela ne reconnaît pas une fonction, mais un caractère. Et personne ne reçoit cela avec indifférence. Il y a une immobilité subtile qui apparaît sur le visage de l'autre, au moment où il comprend qu'il n'est pas évalué, mais véritablement vu. Quelque chose en lui respire, comme si, enfin, une partie de son existence avait été reconnue pour ce qu'elle est réellement. Marc Aurèle, dans ses pensées, avait l'habitude de réfléchir aux vertus de ceux qui l'entouraient. Il remerciait intérieurement pour leur bonté, leur fermeté, leur patience, leur loyauté. Il comprenait que respecter l'autre n'était pas un simple geste social, mais une responsabilité morale. Ce n'est pas de la flatterie. C'est de la clarté.
C'est voir la lumière que l'autre porte avant de voir le bénéfice qu'il produit. Mais cette phrase exige de la justesse. Dite trop souvent, elle perd sa force. Dite sans sincérité, elle sonne faux. Dite au mauvais moment, elle devient mécanique. Je te respecte beaucoup, doit venir du bon endroit, cet espace silencieux où tu perçois réellement la valeur de la personne, même lorsqu'elle ne fait rien d'extraordinaire. Utilisée avec vérité, cette phrase crée des liens qui ne se brisent pas. Car les gens ne deviennent pas loyaux à cause des services rendus, mais parce qu'ils se sont sentis reconnus dans leur humanité. Les stoïciens comprenaient qu'aucune vertu n'existe isolément. Le respect véritable est une vertu silencieuse, car il exige attention, humilité et gratitude. Tu ne dis pas « je te respecte beaucoup » pour récompenser quelqu'un. Tu le dis pour l'honorer. Au final, ce qui soutient les relations, ce ne sont pas les grands gestes, mais les petites reconnaissances sincères. Et lorsque tu apprends à respecter quelqu'un pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il donne, les relations cessent d'être des transactions et deviennent des rencontres. Et les rencontres véritables portent une marque inconfondable, elles demeurent. Numéro 7. Le pouvoir de dire non. Un mot court. Mais lorsqu'il est prononcé avec conscience, il devient la frontière qui sépare celui qui vit pour plaire de celui qui vit avec un but. Réfléchis-y. Quelqu'un t'envoie un message, tu peux m'aider un petit moment? Ou bien, tu peux faire ça pour moi aujourd'hui? Tu lis la demande et ton corps réagit. Tu te sens déjà fatigué. Tu sais que tu as trop à gérer. Tu pressens que cela va voler ta paix. Pourtant, la réponse sort automatiquement, bien sûr, pas de problème, je vais m'arranger. Et presque aussitôt arrive ce goût amer, celui de t'être trahi toi-même. Non pas parce qu'aider est mauvais, mais parce que ce « oui » n'est pas né de ta volonté. Il est né de la peur. La peur de paraître rude. La peur de décevoir. La peur de perdre de l'affection. La peur du conflit. Sans t'en rendre compte, tu commences à porter de petits poids qui ne sont pas les tiens, pendant que les tiens s'accumulent dans un coin de ta vie, oublié, poussiéreux. Imagine maintenant une autre posture. Le même message. La même demande. La même pression silencieuse. Mais cette fois, tu respires profondément. Tu ressens ta limite intérieure et tu réponds avec ta propre voix. Calmement. Non. Sans dureté. Sans longue justification. Et surtout, sans culpabilité. Juste une limite claire, posée avec tranquillité. À cet instant, quelque chose d'important se produit. Pas seulement chez l'autre, mais en toi. Ton corps se détend. Ton esprit s'éclaircit. Ton axe intérieur se réorganise. Car le « non » dit avec conscience n'est pas un mur, c'est un filtre. Il éloigne ce qui n'a pas de sens et protège ce qui compte. Il cesse de favoriser ceux qui veulent seulement ta disponibilité et attire ceux qui respectent ton espace. Les stoïciens ont toujours enseigné que le véritable autodomène consiste à dire non à ce qui affaiblit ton intégrité intérieure. Marc Aurèle le résumait ainsi, si quelque chose n'est pas nécessaire, ne le fais pas. Simple. Direct. Profond. Mais le monde moderne a créé l'illusion que dire non est un acte d'égoïsme. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes vivent épuisées. Elles disent oui là où elles devraient protéger leur énergie, et disent non à elles-mêmes. La vérité, c'est que tu n'as pas été fait pour être disponible en permanence. Tu as été fait pour être entier. Et personne ne peut être entier lorsqu'il est dissous dans des engagements qu'il n'a pas choisis. Dire non crée du respect. Non pas parce que cela limite l'autre, mais parce que cela te renforce. Les gens commencent à remarquer que ton « oui » a de la valeur, du poids, une intention. Parce qu'il n'est pas automatique, ni compulsif, ni dicté par la peur. Et il est étonnant de voir comment tout change lorsque tu apprends à dire non. Tu termines tes journées avec dignité, pas avec regret. Tu choisis avec plus de clarté. Tu te traites avec plus de sérieux. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui mérite la paix, pas seulement la productivité. Le non est une forme d'amour de soi que peu de personnes ont le courage de pratiquer. C'est la voix mature qui dit « je respecte mes limites ». Et celui qui se respecte enseigne au monde entier comment le respecter aussi. Dire non n'éloigne pas les bonnes personnes. Il éloigne seulement les mauvaises. Et il protège ce qu'il y a de plus précieux en toi, ta présence. Conclusion: la force de la présence. La communication n'est pas une question de mots. Elle est une question de conscience. Tu peux avoir du vocabulaire, des histoires, des techniques, de l'expérience. Mais rien de tout cela ne touche vraiment quelqu'un si ton esprit n'est pas présent. Les stoïciens savaient que la véritable influence naît du caractère, pas de la mise en scène. Elle naît de l'attention, pas de l'effort. Elle naît du silence intérieur, pas de la précipitation à remplir le monde de bruit. Et c'est exactement ce que font ces 7 principes. Ils ne te transforment pas en quelqu'un qui parle plus, mais en quelqu'un de plus humain. Ils ne t'apprennent pas à contrôler la conversation, mais à créer l'espace pour qu'elle vive. Ils ne te rendent pas plus intéressant, ils te rendent plus entier. Et c'est cela qui attire. Quand tu écoutes avec sincérité, les gens te font confiance.
Quand tu admets tes limites, ils se détendent. Quand tu valides la douleur, ils s'ouvrent. Quand tu soutiens le silence, ils se reposent. Quand tu apprécies vraiment, ils s'épanouissent. Quand tu dis non avec calme, ils te respectent. Quand tu poses des questions qui ouvrent le cœur, ils se révèlent. Rien de tout cela n'est une technique de manipulation. C'est de la maturité. De la présence. Cette posture rare qui ne cherche pas les applaudissements, mais transforme silencieusement la qualité de chaque lieu où tu arrives. Les stoïciens disaient que la grandeur consiste à retirer l'inutile. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon de toutes. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour créer du lien. Tu as seulement besoin d'être entier. Lorsque tu fais taire ton ego, lorsque tu abandonnes le besoin de prouver, lorsque tu choisis d'écouter avant de parler, lorsque tu offres ton attention avant ton opinion, quelque chose change autour de toi. Les gens commencent à te chercher, non pas parce que tu parles bien, mais parce qu'à tes côtés, ils se sentent mieux. Et c'est cela qui construit des relations solides, des conversations profondes, des liens véritables. Ce n'est ni un talent, ni du charisme, ni un don. C'est une pratique quotidienne, rester présent à toi-même, à l'autre, à la vie. Alors dis-moi, lequel de ces 7 principes vas-tu pratiquer aujourd'hui? Merci d'être allé jusqu'au bout. Si ce texte t'a aidé à voir les choses autrement, continue ce chemin. Ici, nous avançons ensemble en réfléchissant, en grandissant, et en construisant une véritable force intérieure.